Bonjour à tous. Je voulais aujourd'hui examiner un peu plus l'ouvrage L'hésitation vaccinale écrit par Christelle Guével-Delarue qui m'a servi pour ma vidéo précédente sur la rougeole. Son objectif est d'aider les praticiens à convaincre les parents de vacciner leurs enfants. Vu le format de mes vidéos, mon analyse sera forcément superficielle et subjective, j'assume. Vous pouvez toujours lire le livre afin de vous faire votre propre opinion. Il est court, au format de poche, mais il vous coûtera tout de même 20 €. Tout d'abord, je reconnais le caractère louable de la démarche de l'autrice, répondre aux arguments des antivax. Mais voici déjà ma conclusion. La liste des arguments examinés est incomplète et l'autrice nous livre une vision bien trop parcellaire en occultant des faits majeurs à l'image de la rougeole dans la vidéo 38. Une vision également très dogmatique. Quand je lis un livre, j'ai quelques réflexes. Le premier est de m'intéresser à l'auteur. Madame Guével-Delarue est médecin de PMI. Une doctoresse qui a le bras long puisqu'elle a réussi à avoir son livre préfacé par un afficheur, notre Monsieur Vaccin National, ce qui confirme une posture pro-vaccinale clairement affichée de l'autrice. Pourquoi pas? Elle ne déclare aucun conflit d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique, faisons-lui confiance sur ce point. Je m'étonne de voir qu'elle ne mentionne pas qu'elle est aussi rédactrice en chef adjointe de la revue médicale, la revue du praticien, appartenant au groupe Global Média Santé, dont on peut voir sur le site internet l'importance des rentrées publicitaires, et à mon avis ce n'est pas de la pub pour des canapés ou des croquettes pour chiens. Sur la première de couverture, on voit que l'ouvrage est publié dans la collection Vademecum Pro de l'éditeur. Il s'adresse donc clairement aux praticiens. C'est déjà une première différence avec, par exemple, les ouvrages de Michel Delorgéril, qui s'adressent également aux familles, afin de favoriser les échanges. L'autrice a visiblement une toute autre conception du débat. Je note que si ce livre s'adresse aux médecins, cela confirme leur manque de formation sur le sujet. Quelques heures seulement sur les 7 années d'enseignement, c'est bien peu pour des millions d'injections pratiquées chaque année. Sur la quatrième de couverture, je peux lire que l'autrice souhaite, je cite, « renouer avec l'évidence de la vaccination ». Je me pose cette question. Si la vaccination est aussi évidente, pourquoi connaît-on 2 siècles de polémiques et de réticences à son sujet? Page 122, l'autrice écrit qu'il paraît essentiel de remettre de la vérité dans les croyances. Sa vision binaire, que l'on retrouve à plusieurs endroits, est la suivante. Les parents réticents sont des ignorants et leurs arguments absurdes, tandis que la médecine générale, qu'elle représente, détient la seule et unique vérité. Au passage, dans le chapitre 13, ses propos consacrés à l'homéopathie sont pour le moins assassins. La thérapeutique de Dr Knock, comme elle dit, est décrite en 3 courts paragraphes où elle nous explique que l'un de ses principes, le principe d'individualisation qui soigne le patient dans sa globalité, est finalement aussi applicable à la vaccination. Ce subtil glissement sémantique ne manquera pas de surprendre, je pense, tout médecin homéopathe qui se respecte. Mais l'autrice n'est pas fâchée pour autant. Elle écrit plus loin que l'homéopathie peut être utile à la médecine, car, tenez-vous bien, elle permet de préparer par le dialogue la famille à la vaccination future. L'homéopathie comme cheval de Troie au vaccin, j'avoue que c'est assez osé. Page 19, pour expliquer la méfiance actuelle à l'égard des vaccins, l'autrice écrit que la France est prise en étau entre médias, justice, autorités de santé, activistes anti-vaccinaux et lobbying du bio. J'ai déjà fait une réponse argumentée sur mon site internet au sujet du soi-disant activisme anti-vax. Le plus extraordinaire ici, c'est qu'il n'y a aucune mention de l'activisme des lobbies pharmaceutiques qui n'existe sans doute que dans l'imaginaire complotiste. Page 45, dans le chapitre sur les conflits d'intérêts, c'est le renvoi d'ascenseur. L'autrice mentionne la concertation citoyenne présidée par Alain Fischer. Elle oublie juste d'indiquer que la majorité citoyenne était contre l'obligation vaccinale à 11 valences. Elle rappelle également que la loi garantit l'indépendance et l'impartialité des décisions prises en matière de santé, en oubliant un autre détail, l'importance du rôle de l'OMS, qui est loin d'être impartial. L'autrice se dit adhérente de la Société française de pédiatrie. Je savais que de nombreux pédiatres avaient demandé l'arrêt de l'obligation du BCG bien avant 2007. Aussi j'étais naturellement intéressé par ce qu'allait écrire la doctoresse sur le sujet. Hélas, je n'ai trouvé dans le livre qu'un petit rectangle rouge. L'autrice écrit que son efficacité est contestée. Nulle mention de la dernière enquête de l'OMS qui déclare carrément qu'elle est nulle. Voir ma vidéo 6 pour plus d'infos. 6 petites lignes sur le BCG, c'est bien maigre comparé aux 10 pages consacrées à la bélonéphobie, la peur des aiguilles, nous apprend l'autrice. Dans la bibliographie, surprise, j'aperçois le nom de Michel Georget pour son livre dont je viens de faire une réédition vidéo. Je découvre alors que ce livre est classé par l'autrice dans la rubrique « Ouvrage propageant des thèses dangereuses pour la santé publique ». J'avoue n'avoir encore jamais vu une telle bibliographie de livres qu'il ne faut pas lire. Sans autre explication, la sentence tombe, il y a donc des livres dangereux. L'autrice ne précise pas s'il faut les brûler afin d'exorciser le mal. On trouvera en annexe 1 du livre les 20 règles d'or de la vaccination. À sa lecture, j'ai plus l'impression de lire une table des 20 commandements. Règle numéro 17, le calendrier vaccinal doit être respecté. Pour ma part, et pour achever cette vidéo, je retiendrai surtout la règle numéro 20,
garder son calme. À très vite.